Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le Digital Media Review et sur la thématique des insights sur les contenus payants et l'acquisition d'abonnés. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Laure. Si ça vous va, on va démarrer tout de suite le webinaire parce que, étant donné qu'on a prévu un format court, on va essayer de faire ça vite et donc on va commencer tout de suite. Donc peut-être que ce qu'on peut faire pour commencer, Laure, si ça te convient, c'est se présenter. Oui, donc je suis Laure de la Taillade, je suis la directrice générale du GEST. Voilà. Et on s'est engagé à terminer à midi. Tout à fait. Et moi, je suis Maxime Monet, donc je suis le cofondateur de Pool et on édite des solutions pour la gestion de la relation lecteur et le développement des revenus pour les éditeurs. Alors, on vous propose de poser vos questions dans le chat et on y répondra avec Maxime à la fin de la présentation des slides. Et Maxime, tu me disais donc qu'il y avait un replay également qui sera partagé avec les slides. Tout à fait. Ok. Juste pour rappel, le Digital Media Review est né en 2019 d'une initiative commune Pool GEST et GEST avec Philippe Janet d'ailleurs. Nous constations à l'époque qu'il manquait un outil qui permettrait de comparer la performance de stratégies payantes, qui permettrait aux éditeurs de se benchmarker sur des indicateurs clés partagés, bien sûr, tout ça en vue de piloter au mieux leur stratégie d'abonnement numérique. Aujourd'hui, notre outil se veut un réel témoin du comportement des lecteurs avec les contenus payants, les paywalls et l'abonnement numérique. Il s'adresse de fait au plus grand nombre d'éditeurs. On a donc démarré la première édition avec une quarantaine d'entre eux. Et puis en juin 2020, le soutien financier de la Google Initiative, la Google News Initiative, est venu faciliter l'intégration rapide de nouveaux entrants. Et aujourd'hui, le DMR observe plus de 75 titres de presse. Voilà, sa 4e édition est l'occasion de vous présenter aujourd'hui, à partir de l'analyse de 12 mois de données, une dizaine d'insights sur l'acquisition d'abonnés et la stratégie payante. Mais Maxime, je te laisse la parole pour que tu expliques voilà, qu'est-ce que c'est précisément que le DMR. Oui, bien sûr. Alors, pour vous expliquer, le Digital Media Review, donc comme l'expliquait Laure, c'est un événement qui a été créé par le GEST et par Pool. Et l'idée, elle est venue, ça, même d'un éditeur, je me rappelle, Laure. C'était aussi Clément Del Piero qui nous en avait parlé, qui était chez CFR Media à l'époque et qui nous avait dit ce qui est un peu compliqué dans l'abonnement payant et dans la presse en ligne, c'est qu'on a nos stats à nous, mais qu'on n'a pas forcément de points de comparaison par rapport au marché. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir avoir de la visibilité sur nos indicateurs autour des contenus payants et de l'abonnement et des moyens de marché. Donc, du coup, effectivement, en 2019, on a créé le Digital Media Review. Et l'idée, c'est que chaque trimestre, les éditeurs qui y participent reçoivent un rapport. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble après, qui leur permet d'avoir leurs informations et l'information à des moyens de marché. Et on va regarder un ensemble d'indicateurs autour de l'abonnement et des contenus payants. Sur ce point, donc, les indicateurs qu'on va regarder, ça va être le trafic sur les contenus payants, qui est un indicateur important autour de la conversion. On va voir ça juste après. On va regarder aussi le comportement des lecteurs face au paywall. On va regarder ce qu'on appelle le tunnel d'engagement et de conversion. Donc, en gros, combien j'ai de lecteurs qui vont être au moins exposés à un contenu payant jusqu'à l'étape de conversion. On va regarder le comportement avant conversion et on va regarder le niveau d'engagement. Et donc, pour vous expliquer, tous les trimestres, les éditeurs reçoivent un rapport qui va ressembler plus ou moins à ça sur le fond, où, comme vous voyez sur la gauche, il y a une partie avec les stats des éditeurs et sur la droite, les moyennes de marché avec, par exemple, ici, la moyenne de la PQR et la moyenne des modèles freemium. Et donc, c'est toute l'idée du DMR. Et donc, un peu comme l'a expliqué Laure, en plus de ces rapports qu'on fournit trimestriellement aux éditeurs qui participent, on va essayer régulièrement de faire des contenus et peut-être des webinars comme on fait aujourd'hui pour essayer de vous partager quelques insights sur le marché qui sont issus de toutes ces données qu'on a étudiées depuis 12 mois.
voilà, en plus d'un communiqué de presse, on essaiera de faire des sessions un peu plus animées. Tout à fait. On va passer aux insights sur les différents contenus. Et on va commencer peut-être par un premier bloc, Maxime, sur la part de trafic sur les articles avec paywall et la conversion en abonnés. Oui, tout à fait. Le premier insight qui est intéressant sur les statistiques qu'on a étudiées là depuis 12 mois. Alors, je précise, du coup, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des stats qui sont issus donc, des données qu'on a analysées des 75 éditeurs qui participent. Donc, c'est vraiment les stats issues de ce benchmark-là et ça ne représente pas forcément l'ensemble du marché français, mais ça peut déjà donner une idée de ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que la part de trafic sur les articles avec paywall, en octobre 2019, elle était de 21% et qu'en septembre 2020, elle était de 37%. Donc concrètement, cette stat, elle veut dire quoi? Elle veut dire sur 100 articles qui sont affichés par les lecteurs, combien sont des articles, on va dire, ouverts et combien sont des articles qui sont soit payants, soit bloqués par un paywall, quel que soit le format de paywall d'ailleurs, un modèle freemium, un modèle méthode. Et donc on voit qu'en octobre, c'était plutôt un article sur 5 lu qui était bloqué. Et là, on passe à voilà, 4 articles presque 4 articles sur 10. On verra aussi plus tard quel a été l'impact des derniers mois et du Covid. Ouais, tout à fait. Et donc, naturellement, l'élément qui est lié, dont on pouvait se douter aussi, c'est que comme la part on va dire, de contenu fermé augmente, le nombre de lecteurs qui sont exposés à un paywall augmente également. Et donc, en octobre 2019, c'était 27%, et en septembre 2020, on est plutôt autour de 38%, donc proche des 40%. Et cette stat, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir que, les deux stats qu'on a regardés, que, le sujet du premium et de l'abonnement numérique devient un enjeu qui est central pour les éditeurs, et on le voit concrètement par les stats. Et deuxièmement, quand on se place du point de vue lecteur, on voit que les lecteurs sont de plus en plus confrontés à des mécaniques payantes, et donc il y a une forme d'éducation du marché aussi qui s'opère, puisque voilà, les lecteurs comprennent de plus en plus la mécanique payante sur les sites médias parce qu'ils en sont par nature de plus en plus confrontés. S'habitue, en fait. Exactement. L'élément qui est intéressant aussi par rapport à cette notion de trafic sur les contenus payants, en tout cas, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette pression du payant, donc plus il y a d'articles lus et plus ils sont exposés ou exposés à un paywall ou fermés, et plus il y a de conversion. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre cette pression du payant et cette conversion? Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, et c'est assez intéressant, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une corrélation au début, parce que quand on est à 0% de trafic sur les contenus payants, on a 0 conversion, c'est assez logique. Et donc, plus on augmente cette part de trafic sur les contenus payants, et plus il semblerait, jusqu'à 25, 30, peut-être 40%, que le taux de conversion global sur le site augmente. Par contre, on voit qu'au-dessus de 50%, ce qui est certain, c'est que tous les points bleus sont éparpillés par rapport à la droite. Et donc, on peut affirmer en tout cas qu'il n'y a pas de corrélation à partir de 50% de trafic sur les contenus payants entre la conversion et la pression du payant. Et donc, cette slide, elle est intéressante parce qu'elle veut dire quoi? Elle veut dire que, certes, la frustration va être un des éléments qui va générer de la conversion, en tout cas jusqu'à un certain stade, mais peut-être que, et on pouvait s'en douter, c'est pas le seul élément qui va rentrer en compte dans le processus de conversion d'un éditeur, parce que le plus important, ça va être le contenu, la proposition de valeur, la marque, et toutes les stratégies marketing qui vont être déployées. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir avoir un minimum d'exposition et de pression autour des contenus payants pour que le lecteur soit aussi sollicité pour s'abonner. En fait, il faut manier quand même la pression avec prudence. Tout à fait. Et on va le voir après, d'ailleurs, parce que ça n'a pas que des aspects positifs. Ouais. Alors, le quatrième apprentissage, il est lié au troisième. Hein. On s'est posé la question s'il y avait un lien entre la pression du payant sur le site, donc la part de trafic sur les articles fermés, et le taux de conversion dans la page d'abonnement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le cas. Alors, c'est assez logique, puisque il y avait déjà une corrélation entre cette pression du payant et la taux de conversion sur le site. Mais en tout cas, quand on regarde plus spécifiquement le taux de conversion sur le tunnel d'abonnement, on voit qu'il y a cette corrélation et c'est assez logique aussi puisque on peut imaginer que plus le lecteur est exposé à des contenus payants, plus il perçoit la valeur ajoutée du média et la proposition de valeur.
Et donc, plus il y a de chances qu'une fois qu'ils se rendent sur la page d'abonnement, ils convertissent. Alors, on a essayé de faire quelque chose, c'est ce qu'on vous disait avec Laure, on a essayé de faire quelque chose qui soit aussi concret et activable pour vous. Donc, on a essayé sur cette première section où on s'aperçoit qu'effectivement, cette visibilité des contenus payants et cette pression du payant est un enjeu important. On a essayé de vous faire quelques recommandations simples. Donc, les deux premières, elles ne sont pas si simples que ça. Produire plus de contenus payants pour avoir une meilleure visibilité des contenus payants. Donc, ça, c'est facile à dire, mais plus compliqué à faire. Même très compliqué à faire. La deuxième possibilité, c'est revoir sa politique de gratuit payant et d'essayer de peut-être d'avoir une part de contenu payant qu'on va passer en payant, qui était peut-être gratuit avant, qui va augmenter. Mais ça, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Et après, le point numéro 3, il est intéressant parce que l'idée, c'est si on se base sur une production ISO de contenu payant, donc vraiment avec la même production de contenu payant, on peut facilement augmenter la visibilité des contenus payants et donc l'exposition des lecteurs au paywall. Et on peut le faire de 5 façons, assez simplement. Le premier point, c'est d'augmenter la place accordée au contenu payant sur la homepage. Donc, ça, c'est des choses, vous allez sur des sites comme Le Monde, comme Le Figaro, vous pouvez très bien le voir, la part des contenus payants sur la homepage a fortement augmenté. En travaillant les zones de recommandation de contenu dans l'article, c'est-à-dire, voilà, dans votre article, il y a des zones de recommandation vers d'autres articles, et pour pas mal de médias, cette zone-là est importante, et il y a aussi beaucoup de contenus payants qui sont recommandés. Et donc, ils drainent comme ça du trafic vers les contenus payants assez facilement. Il y a aussi la possibilité, il y a pas mal de solutions qu'ils font dans les blocs de recommandation de contenu en bas d'articles publicitaires, d'intégrer des contenus payants de l'éditeur pour justement essayer de, pareil, drainer du trafic vers ces contenus payants. Améliorer l'exposition des contenus payants dans la newsletter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, dans les newsletters que vous faites, peut-être mettre en avant des contenus payants et potentiellement sur les thématiques sur lesquelles vous êtes fort. Et après, le dernier point, ça va être de pousser des articles payants sur tout ce qui va être réseaux sociaux où il y a des push notifications, où là, c'est pareil, donc à user avec parcimonie, notamment en fonction de la cible que vous avez sur ces plateformes. Mais en tout cas, c'est pareil, ça va être des moyens qui vont exister pour augmenter cette part de trafic sur les contenus payants. Et nous, on l'a vu avec certains éditeurs, avec ISO Production, être capable en quelques mois de passer de 5 à 25 ou 30% de trafic sur les contenus payants. Assez facilement entre guillemets, puisque voilà, c'est juste du réagencement entre guillemets et non pas une augmentation de la production. Parce que Maxime, ces recommandations, tu échanges avec l'éditeur, parce que l'éditeur, tu lui fournis donc, le tableau que tu nous as montré au début des slides, mais tu échanges avec lui sur ses recommandations, tu le suis dans sa stratégie. Alors, ouais, c'est une bonne question. Ça peut arriver effectivement qu'on le fasse. Pour l'instant, on est plutôt dans un mode, on va dire, passif, c'est-à-dire qu'on remet les rapports aux éditeurs et on laisse les éditeurs regarder les statistiques et analyser les résultats. Mais c'est vrai que parfois, on a des demandes et dans des discussions qu'on a avec les éditeurs, on va aussi leur préconiser ces recommandations. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait le faire aujourd'hui, c'était pour le partager aussi au plus grand nombre, parce que ça peut être utile à pas mal d'éditeurs. Hop, on peut passer au cinquième learning, parce que effectivement, ce qui paraît un peu simpliste dans ce qu'on vous a présenté jusqu'avant avec Laure, c'est que on pourrait se dire, il suffit simplement en fait d'augmenter la pression du paywall et puis on va tous dynamiser l'acquisition d'abonnés sur le digital. Et malheureusement, donc c'est pas aussi simple et vous vous en doutiez déjà. Et cette stat est là pour le montrer. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut voir, en tout cas ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre cette pression du payant, toujours pareil, et les taux de départ du site face au paywall. Donc plus j'augmente, et plus mes lecteurs quittent mon site. Et ce qu'on peut voir sur l'écran, donc chaque point bleu, c'est un site média, et ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est que là, il y a une vraie corrélation entre ces deux indicateurs, puisque plus vous augmentez cette pression, et plus vous voyez qu'effectivement, il y a des taux de départ du site. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? En fait, il n'y a pas forcément de bonne réponse et de bon endroit où se placer, mais c'est juste que si vous êtes par exemple Mediapart et que vous avez un modèle qui est 100% payant et que vous êtes à 90% de taux de départ face au paywall sur votre site, finalement, c'est pas forcément mauvais. Par contre, si vous êtes un éditeur qui a différents business models, de l'abonnement, de la publicité, de l'événementiel et d'autres choses, et que vous avez beaucoup de taux de départ du site face à votre paywall, mais c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, en fonction de la stratégie de chaque éditeur, il va y avoir un bon endroit où se positionner.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on recommande, c'est de bien suivre cet indicateur parce qu'il va être clé aussi sur la mesure de la frustration. Si en parallèle, vous augmentez la pression du PO et des contenus payants, de bien suivre l'indicateur des taux de départ du site face au PO pour voir justement s'il y a aussi de votre côté, à un moment, un point de basculement où les lecteurs vont se mettre à beaucoup plus quitter le site parce que vous augmentez trop la part de payants sur votre site. Alors, pareil, on a essayé de faire quelques recommandations sur cet indicateur-là, c'est-à-dire comment on peut essayer simplement de limiter les taux de départ du site face au PO et donc d'optimiser le nombre de lecteurs qui vont voir la page abonnement, parce que c'est à ce stade-là, c'est un peu l'objectif qu'on peut avoir. Alors déjà, sur la page d'abonnement, pouvoir les garder aussi sur le site. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a les deux choses à faire. Alors bien sûr, ce qu'on vous dit avec Laure, c'est mesurer, monitorer cette pression du payant, donc bien le suivre. C'est un indicateur qui est important. Et après, donc il y a 4 éléments qui peuvent être faits pour optimiser cette découverte de vos offres d'abonnement. C'est travailler le positionnement du PO et son taux de visibilité. Donc on va revenir dessus après. Travailler le branding et l'UX du PO en lui-même, donc pour essayer avec la créa de générer plus de clics. Travailler le contenu et la proposition de valeur, parce que c'est ça aussi qui va drainer du clic vers la zone d'abonnement. Éventuellement, faire découvrir les contenus et votre offre à des lecteurs qui sont peut-être pas suffisamment engagés pour s'abonner, donc via des logiques de test, de passe 24 heures, de passe 7 jours. Et puis exactement comme tu le disais, Laure, le fait de faire de la recommandation d'articles, soit on va dire sous le PO, soit en sidebar, ou même d'avoir un menu un peu sticky en haut, qui permet de favoriser une recirculation si le lecteur est frustré et qu'il n'est pas encore au stade de s'abonner, mais au moins, comme tu le disais, qu'on ne le perde pas et qu'il puisse recirculer sur le site. Qu'il ne soit pas dans une impasse sur le paywall, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que parfois, comme on a des sites où il y a cette dualité de monétisation entre l'abonnement et la publicité, parfois on se retrouve avec le paywall et puis autour un environnement publicitaire, et c'est vrai que le lecteur n'a pas toujours la compréhension ou le choix de se dire qu'il peut continuer sa navigation vers d'autres contenus. Et donc c'est un point qui est à suivre. Alors, on va revenir très rapidement. On a mis quelques exemples. De toute façon, c'est plus des choses qu'on vous partage. Enfin, comme on va vous partager les slides, vous les aurez après. Mais effectivement, un élément qui est à prendre en compte, c'est le taux de visibilité du PO. Donc là, je vais partager une stat qui n'est pas issue du Digital Media Review, mais qui est plutôt issue de notre expérience d'éditeur de solutions de PO. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est que on va parfois avoir des taux de visibilité du PO qui vont être entre 40 et 70%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va mesurer le nombre d'impressions visibles, où le PO il est visible dans l'écran, sur le nombre d'impressions totales. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est rarement 100%, parce que les lecteurs vont parfois juste lire le début, puis quitter, ou en tout cas pas descendre jusqu'au PO. Et donc, c'est important de mesurer ce taux de visibilité pour être sûr que le lecteur soit exposé au message à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis 2-3 exemples à gauche d'éditeurs qui utilisent des formats de PO on va dire, qui sont présents de manière permanente et qui vont favoriser les taux de clic. Des exemples mobiles. Ouais, des exemples mobiles. Mais c'est effectivement. Alors, l'exemple du Washington Post, c'est un exemple sur desktop qui va être plus en mode pop-in. Mais l'exemple de The Atlantic, ça va être plutôt un exemple qui, sur desktop, va être pareil avec un format qui remonte au-dessus du contenu pour garantir une visibilité du PO. Après, c'est pas forcément une bonne idée d'utiliser ces designs de PO là, parce que certains éditeurs ont plutôt privilégié le fait que le lecteur lise le contenu et il y ait une véritable accroche. D'autres lecteurs vont privilégier le fait que le lecteur soit tout de suite exposé au PO. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne école, mais c'est vraiment un indicateur par contre qui est à suivre et voir en fonction de ce que vous faites, ce que vous ajustez, si ça a un impact sur le trafic dans la page abonnement de votre côté. Et encore des A/B tests. Oui, tout à fait. Carrément. Deuxième recommandation, pareil, c'est de travailler la créa et le message. Enfin, en tout cas, déjà dans un premier temps, la créa. C'est vrai que en e-commerce, c'est des choses qui sont souvent, qui sont faites et optimisées parce que la créa a souvent un impact assez important sur les taux de clic. Mais en tout cas, avoir vraiment quelque chose qui donne envie et qui vraiment fait envie aux lecteurs de découvrir le premium et les offres d'abonnement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande aussi. Et après, le dernier point, qui est probablement le plus important, qui est de se dire,
voilà, quelle est la proposition de valeur, comment on va la synthétiser, on va la mettre en valeur et en avant, pour que très simplement et très rapidement, en quelques secondes, le lecteur comprenne un peu la proposition de valeur et l'intérêt de s'abonner, parce que la simple frustration et le fait de dire cet article est réservé aux abonnés, on l'a vu, c'était un argument, mais il y a aussi d'autres arguments à mettre en avant, et le fait d'avoir une proposition de valeur qui est claire et limpide, ça peut clairement aider pour optimiser les taux de clic vers on va dire, le tunnel d'abonnement et la conversion. Alors, là, on a essayé de vous partager une slide qui est assez, on va dire, intéressante et très banale en même temps. C'est qu'on s'est amusé à regarder s'il y avait une corrélation entre on va dire, le trafic dans la page abonnement et les conversions. C'est-à-dire, plus j'ai de trafic dans ma page abonnement et plus j'ai de conversions. Donc, ce qui paraît absolument évident et logique. Et donc, la réponse, c'est oui, plutôt, puisqu'on a une corrélation à 0,75. Mais par contre, ce qui est intéressant de se dire par rapport à ça, c'est que si vous justement, comme l'expliquait Laure, vous faites des A/B tests, vous testez différentes stratégies, que ce soit autour de votre paywall, que ce soit autour des leviers d'acquisition, enfin, tout ce que vous faites sur votre site, le fait justement de savoir que le trafic dans la page abonnement va être souvent corrélé à la conversion, ça vous donne un indicateur secondaire à suivre, parce que parfois vous n'avez pas assez de volume au niveau de vos conversions pour que vos A/B tests soient pertinents. Et donc vous pouvez aussi suivre en indicateur secondaire le trafic dans la page abonnement, qui va être un bon élément pour mesurer en tout cas la performance de vos stratégies, que ce soit des A/B tests ou autres. Oups, pardon. Ah, je t'en prie. Voilà, sur cette slide, oui, c'est ce que tu voulais faire ressortir aussi, c'était que les conversions étaient plus importantes, plus nombreuses sur le desktop, donc avec plus 30% de visites de la page abonnement sur le desktop face au paywall quand on est sur et par rapport au mobile, et un taux de conversion 4 fois supérieur. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des données qu'on observe. Alors, on pouvait effectivement s'en douter. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que dans le e-commerce, on n'est par exemple pas sur ces taux, on n'est pas sur un écart de 1 à 4, on est plutôt sur un écart de 1 à 2. Et donc, dans la presse, on est plutôt sur un écart de 1 à 4. Donc, c'est intéressant parce que ça s'explique probablement pour plein de raisons. Première raison, c'est peut-être que effectivement la population n'est pas la même, et donc on a peut-être une appétence à convertir sur mobile qui est peut-être moins forte. Donc ça, c'est peut-être une raison structurelle. Et après, il y a des raisons sur lesquelles on va le voir après. Peut-être les éditeurs peuvent travailler. Ça va être la fluidité du processus de conversion, et ça va être aussi peut-être la simplification des moyens de paiement, qui sont des éléments qui éventuellement, en tout cas, peuvent être testés pour justement essayer d'optimiser toute cette partie tunnel de conversion sur mobile. Ouais, la visibilité et la facilité. Ouais. Ouais, tout à fait. Là, ouais, tout à fait. Là, typiquement, on voit deux exemples. L'exemple de gauche, c'est le Financial Times qui, en fait, propose directement au niveau du PO les offres d'abonnement. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de limiter le nombre d'étapes et d'amener éventuellement le lecteur dans le tunnel d'abonnement directement à une étape avancée. L'autre exemple, c'est l'exemple du New York Times. Donc, c'est sur la création de compte avant de demander l'abonnement, mais on voit que on ne sort pas de la page article et on nous demande déjà de faire un certain nombre d'étapes. Donc, dans ces deux cas, en fait, on voit qu'on essaye de simplifier le processus et de limiter le nombre d'étapes. Et puis après, vous l'avez déjà vu et vous le voyez avec plein d'éditeurs, le fait aussi de proposer des moyens de paiement simplifiés vont éventuellement permettre d'optimiser les taux de conversion sur mobile. Et après, une dernière possibilité, ça c'est des choses qui peuvent se tester parce que c'est pas forcément vrai pour tous les éditeurs, mais c'est peut-être d'essayer de se dire que le mobile doit être un canal d'acquisition pour transformer sur le desktop. Et donc le fait de se dire, est-ce que je proposerais pas des offres d'essai sur mobile pour essayer de collecter du lead et ensuite avec des mécaniques de relance d'email, essayer de convertir mon lecteur sur desktop dans un temps 2. En tout cas, ça c'est des choses qui peuvent se tester. Ça n'étonnera à personne. En fait, tu as constaté que il y avait des disparités entre les familles de presse, et précisément la presse professionnelle qui a un contenu de manière très générale payant, en tout cas à des lecteurs qui sont éduqués aussi à payer. Donc on a un taux de plus 63%
exposés au paywall et un taux de conversion énorme de plus 137% par rapport au reste des éditeurs. Ouais, et c'est vrai que ça peut nous donner envie, je veux dire, sur le B2C, parce que même si c'est des marchés qui sont pas forcément comparables aussi, parce que on va dire, il y a une rareté de l'information qui est peut-être un peu différente. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont différents, mais en tout cas, on peut se demander si le fait que le lecteur, enfin, il y a un historique qui est plus important et le fait que le lecteur est aujourd'hui un peu habitué sur les contenus payants, a compris que, en tout cas, il y avait une forme de rareté et que ça fait longtemps que c'est implanté. Et donc, les lecteurs sont beaucoup plus confrontés au PO et les taux de conversion sont plus importants. Et on peut espérer que c'est des choses qui vont aussi s'appliquer sur le B2C, peut-être dans une moindre mesure, mais en tout cas, ça donne envie, entre guillemets. Le contenu inédit qui ne se retrouve pas sur d'autres sites est aussi un élément important de ce taux. Tout à fait. Et toi, là? Ouais. Non, cette slide, elle est intéressante. Moi, je trouve que c'est peut-être la plus intéressante par rapport à tout ce qu'on a observé sur les stats qu'on a étudiés. C'est le fait de voir qu'en fait, ce qu'on a étudié, c'est qu'on a regardé les statistiques à l'annonce du premier confinement, quasiment, enfin, quand c'était un peu le bordel, entre guillemets, si vous me permettez. Donc, on a analysé les stats du 16 au 31 mars versus du 1er au 15 mars. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est deux choses. C'est que les taux de conversion ont explosé, puisqu'on avait plus de 120% de conversion en moyenne sur l'ensemble du benchmark, sur tous les éditeurs. Et surtout, le temps avant conversion était beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'il y avait 2 fois moins d'articles consommés avant de s'abonner. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est comme si d'un coup, on était à un moment donné où, on va dire, les choses étaient très compliquées, incertaines, et on avait besoin de se reposer sur quelque chose de concret et fiable. Et d'un coup, la proposition de valeur des médias était limpide pour tous ces lecteurs, était pertinente, évidente. Et donc, tout de suite, les lecteurs ont converti en se posant peut-être moins de questions parce que c'était beaucoup plus clair. Et je trouve que c'est là que c'est peut-être la clé pour les médias, c'est de trouver cette proposition de valeur, en tout cas d'être capable de la faire comprendre aux lecteurs. Ça va être un élément qui va être peut-être décisif dans la conversion à long terme. Mais est-ce que tu pourrais dire aussi que les éditeurs ont fait un peu pivoter leur stratégie et que là, quand tu parles de 2 fois moins d'articles consommés avant de s'abonner, est-ce que effectivement l'éditeur, dans le parcours client, avait pris ça en compte? Ouais, c'est une bonne question. Nous, ce qu'on avait vu en termes de stats, c'est que le trafic sur les contenus payants et le nombre de lecteurs exposés n'avaient pas changé. Donc en fait, entre-temps, il n'y avait pas forcément d'éditeurs, enfin, en moyenne, il n'y avait pas forcément d'éditeurs qui avaient peut-être doublé cette pression du payant pendant la période de Covid. En tout cas, on a vu qu'en moyenne, c'était resté ISO par rapport à la période d'avant. Après, effectivement, là où tu as sans doute raison, c'est il y a peut-être eu des offres d'abonnement spécifiques, de la conquête, en tout cas des moyens marketing qui ont été mis en œuvre pour essayer de convertir. Et c'est aussi peut-être parmi les éléments qu'on jouait dans la conversion des lecteurs. C'est certain. Hop. Et peut-être la dernière slide, c'est pareil, c'est peut-être la plus importante aussi. En fait, tout ce qu'on vous a partagé, c'est des éléments qui sont potentiellement intéressants pour se positionner, pour comprendre. Mais en tout cas, ça n'a aucune valeur à être mis en place comme ça, puisque chaque marque, chaque éditeur, chaque audience et chaque contenu est différent. Et donc, c'est probablement plus des éléments qui doivent permettre de comprendre et ensuite de tester des choses adaptées et appropriées à chaque média. Et vraiment, l'objectif, c'est pas d'avoir une donnée et des actions à mettre en place sans forcément se poser de questions. Vraiment, chaque éditeur est spécifique et c'est pour ça qu'il faut plutôt mener des tests de votre côté. Maxime, on n'a pas été assez rapide. Il est presque midi. Okay. Est-ce que tu veux prendre peut-être une question? Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est répondre aux questions dans un article qu'on vous fera suivre. Ouais, alors on peut. Je vois qu'il y a la question d'Augustin. On peut peut-être la prendre en 1 minute et après on reprendra les questions. Mais effectivement, la question d'Augustin, elle est super pertinente. C'est est-ce qu'on est capable de voir s'il y a des corrélations dans le circuit entre la visite, la newsletter et l'abonnement? Et donc, ce que dit Augustin, c'est dans quelle mesure le PO voit son efficacité corrélée à l'activité CRM.
Alors effectivement, c'est super pertinent. Dans Digital Media Review, on n'a pas du tout de stats sur ce point, puisque c'est pas un indicateur qu'on mesure, en tout cas la captation de données CRM. Par contre, effectivement, côté pool, alors j'ai pas de stats à vous partager, mais effectivement, on voit chez les éditeurs que, en tout cas, l'engagement et la collecte d'une information lecteur à un moment donné, et potentiellement le fait de s'inscrire à une newsletter, est généralement corrélé derrière à de meilleurs taux de conversion une fois que le lecteur s'est inscrit à la newsletter. Donc, j'ai pas de données brutes, enfin, j'ai pas de données à partager, on n'a pas de données dans le DMR, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire évoluer. Mais en tout cas, effectivement, nous, on l'observe côté pool. Je pense qu'on est bon. J'essaierai de répondre aux questions par écrit après, Laure, si ça te va. Ouais. Et j'en profite juste pour les gens qui verront le replay. Je m'excuse parce que, en fait, j'ai eu une petite notif au début du webinaire qui m'indiquait que le nombre d'inscrits était limité à 100 parce que j'avais fait une mauvaise manip. Donc, je m'excuse pour ceux qui verront le replay et qui n'ont pas vu le webinaire en live. En tout cas, le replay sera disponible, je l'enverrai à tout le monde et il y aura aussi une petite synthèse. Donc, excusez-moi pour ça, vous aurez quand même accès au replay. Bon, merci Laure. Merci à tous. Merci à tous. Et à la prochaine session. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir.